Le deuxième dossier concerne une femme qui elle aussi a plus de 50 ans et donc c'est radicalement différent du premier. Cette femme, comme vous le voyez, se plaint aussi de signes fonctionnels. Elle a une pollacurie, elle a des brûlures mictionnelles et tout cela dans un contexte aigu puisque cela fait 3 jours. Elle a du sang dans ses urines et c'est pas la première fois que ça lui arrive, c'est le 3e épisode en quelques mois. Cette femme est en bon état général, elle n'a pas de problème chronique, c'est vraiment une pathologie aiguë. Elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle a des antécédents d'une banalité, appendicectomie, cholecystectomie, d'une grande banalité qui a priori n'ont rien à voir avec son problème aigu. Vous l'examinez, elle n'a pas de fièvre. Alors ça, c'est très important. Elle est apyrétique et les touchés pelviens sont normaux. À quoi ça sert? Eh bien, vous pouvez peut-être penser que c'est trivial, mais au contraire, c'est d'une importance majeure. Si on ne l'avait pas mis, il faudrait trouver un moyen de le préciser à un moment dans ce cas clinique. Une femme de plus de 50 ans, un problème urologique, uro-gynéco, c'est souvent lié. Si les touchés pelviens n'apparaissent pas dans l'énoncé, il faut à tout prix essayer de les caser un moment ou un autre dans les questions. Là, on vous rassure tout de suite, elle a des touchés pelviens normaux. A priori, on ne s'oriente pas vers une pathologie tumorale. Mais la femme de plus de 50 ans, pensez-y de manière systématique, un dossier de gynéco, d'urologie, femme de plus de 50 ans, pensez au cancer gynéco, pensez au col, cancer du col, pensez au cancer de l'ovaire en particulier, et donc faites les touchés pelviens. La première question est très simple, c'est comme souvent une question diagnostique, donc c'est souvent pas ce genre de question qui va vous distinguer les uns des autres. Encore faut-il que votre réponse soit la plus complète possible. Là, bien évidemment, il s'agit d'une femme qui a des signes fonctionnels urinaires qui sont aigus, qui sont apparus il y a 3 jours, et c'est des signes irritatifs. Elle a des brûlures, elle a une pollacurie. La pollacurie, c'est le fait d'aller uriner souvent. Lorsque ça arrive chez la femme, c'est toujours un signe irritatif, un signe d'irritation vésicale. Si c'était un homme qui avait une pollacurie, on pourrait éventuellement penser à une obstruction, puisque l'obstruction sous-vésicale chez l'homme entraîne au début une pollacurie. Donc c'est à la fois un signe obstructif et irritatif chez l'homme, mais chez la femme, dans l'écrasante majorité des cas, c'est un signe irritatif. Cette femme a une irritation vésicale sans fièvre depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'elle a? C'est tout à fait banal, c'est une cystite aiguë. La cystite aiguë, c'est une infection de la vessie. Cette infection, elle est bactérienne, le plus souvent. Et puisque c'est une femme, la cystite existe. Elle n'existe pas chez l'homme, parce que chez l'homme, il y a une prostate, donc il y a du parenchyme, il y a un organe plein qui est infecté de manière systématique dès que la vessie est infectée. Donc chez l'homme, on a la prostatite aiguë avec de la fièvre. Chez la femme, infection isolée de la vessie, irritation locale, sans fièvre. La cystite, elle peut être inflammatoire, elle peut être d'origine lithiasique, un calcul dans la vessie qui irrite. Il faut préciser, une cystite, c'est une inflammation. À quoi est due cette inflammation? Elle est due à une infection bactérienne. C'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et maintenant, il faut préciser le contexte. Pourquoi est-ce qu'on précise le contexte? Parce qu'on ne va pas prendre en charge cette patiente de la même manière. Elle est dans un contexte de cystite aiguë récidivante. Donc, vous avez lu bien évidemment toutes les questions avant de répondre. Vous avez vu qu'il y avait une question de traitement juste après. Il faut y penser, il faut le préciser pour que le correcteur comprenne bien que vous savez que cette patiente, elle n'a pas juste une cystite aiguë simple, elle a une cystite aiguë qui revient de manière périodique. Comment est-ce qu'on confirme le diagnostic de cystite aiguë bactérienne
chez la femme, hein, puisqu'elle n'existe que chez la femme, bah, tout simplement en faisant une analyse d'urine. Cette analyse d'urine, on commence par une bandelette urinaire. On pourrait faire d'emblée un examen cytobactériologique des urines. Vous devez le préciser quand même. Préciser qu'on fait une bandelette urinaire, préciser ce qu'on recherche. Il ne suffit pas de prescrire un examen, il faut systématiquement dire quels sont les objectifs de cet examen, dire ce qu'on recherche. Hein. Qu'est-ce qu'on recherche sur une bandelette urinaire? On recherche la présence de leucocytes et de nitrites qui signent l'inflammation et l'infection. Sur le CBU, qu'est-ce qu'on va rechercher? Qu'est-ce qu'on demande finalement quand on demande un ECBU? On demande l'identification d'un germe. Ce germe, on l'identifie à l'examen direct. Parfois, on n'identifie rien du tout à l'examen direct, mais on met systématiquement les urines en culture, et donc parfois, ce germe pousse en culture. Donc, à chaque fois, sur le plan méthodologique, quand vous demandez un examen, précisez quels sont les objectifs de ces examens. Qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement à cette dame? On vous pose cette question maintenant. On n'a pas de confirmation diagnostique, bien que le diagnostic soit évident. Donc ce traitement, ça sera un traitement probabiliste, bien sûr. Cette femme a une infection, ça sera un traitement à base d'antibiotiques, de manière probabiliste, et il ne faudra pas donner un traitement antibiotique minute ou de quelques jours, de 3 à 5 jours, puisque vous avez bien compris que cette patiente a des infections chroniques. Donc, tous ces éléments doivent être précisés. Tous les étudiants, absolument tout le monde, va penser à l'antibiothérapie. C'est évident. C'est un dossier facile jusqu'à présent. Ce qui va vous distinguer, c'est la durée du traitement, le type d'antibiotique. Il faut que ce soit un antibiotique, bien sûr, que l'on commence après avoir prélevé le CBU, très important. Évidemment, par définition, on n'a pas le résultat de l'ECBU, c'est un traitement probabiliste. Il faut bien sûr que cet antibiotique fonctionne, hein, il faut qu'il soit bactéricide, bien sûr, et qu'il aille dans les urines, qu'il soit actif contre les germes urinaires. Tout ça, vous devez le préciser. Vous l'adapterez ensuite au résultat de l'antibiogramme. Ce traitement dure 10 jours, c'est le traitement, la durée de référence pour les cystites. On peut raccourcir cette durée lorsqu'il s'agit d'une cystite simple, qui n'est pas dans un contexte de cystite récidivante, mais là, je vous conseille de donner un traitement pendant 10 jours. Évidemment, à chaque fois qu'on vous pose une question de traitement, il faut préciser la surveillance. La surveillance, c'est bien sûr l'efficacité et la tolérance. Donc, l'efficacité, ici, c'est la température. Évidemment, elle n'a pas de fièvre, mais il faut quand même surveiller la température à la recherche d'une complication. Si cette patiente avait de la fièvre, il faudrait penser à une pyélonéphrite aiguë, par exemple. Et évidemment, on fait un examen cytobactériologique des urines en fin de traitement. Là, je n'ai pas parlé de la tolérance dans la surveillance. Vous pourriez tout à fait rajouter un petit point sur la tolérance du traitement, la tolérance de l'antibiotique, hein, la recherche d'une allergie, d'intolérance digestive, toutes sortes de choses. Hein. Vous avez traité cette patiente, elle va mieux, l'évolution est favorable. Cette patiente va mieux. On sort du contexte de la cystite. Cette patiente va mieux. Elle revient vous voir 15 jours plus tard, donc a priori elle a terminé son traitement antibiotique. Elle a autre chose. Elle a autre chose. Est-ce que c'est lié à la cystite? Est-ce que ce n'est pas lié à la cystite? Elle a une douleur lombaire droite. Qu'est-ce que ça doit évoquer, une douleur lombaire droite? En général, chez une femme, bon, ça peut être une pyélonéphrite, il faudrait rechercher de la fièvre. Ça peut être une obstruction rénale, donc plutôt des douleurs de colique néphrétique. Hein. Ou alors ça peut être tout à fait autre chose. Bon, là, c'est un dossier d'urologie. Donc, on pense principalement à ces deux diagnostics. Ces douleurs sont intenses. La patiente n'est pas fébrile, elle est apyrétique. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On ne retient pas en tout cas le diagnostic de pyélonéphrite. Cette patiente a une douleur isolée, apparue brutalement, qui est intense et qui irradie vers le bas. Il n'y a qu'un seul diagnostic possible, c'est une douleur typique de colique néphrétique. La colique néphrétique, ce n'est pas un diagnostic.
La colique néphrétique, c'est un symptôme. Colique néphrétique, ça veut dire douleur. Hein. Donc, si on vous demande un diagnostic, et là en l'occurrence c'est la question, ce diagnostic, en aucun cas, vous pouvez vous contenter, pour donner le diagnostic, de dire colique néphrétique. Là, vous dites en l'occurrence que ces douleurs sont des douleurs particulières liées probablement à une hyperpression dans les cavités rénales. C'est un symptôme, colique néphrétique. Et vous précisez que c'est à droite. Mais il faut trouver un diagnostic. Alors, elle vous montre un examen que son médecin lui a prescrit. Cet examen, bien sûr, c'est une radiographie de l'abdomen sans préparation, un ASP, c'est un ASP de face, hein, encore faut-il le préciser. Précisez-le à chaque fois qu'on vous demande, qu'on vous pose une question sur un examen morphologique, précisez la nature de l'examen, précisez les modalités de l'examen. Si il s'agit d'un ASP, ça aurait pu être un ASP de profil, un ASP couché, un ASP debout. Hein. Là, c'est un ASP debout, de face. Et qu'est-ce qu'on voit d'emblée sur cette radio? On s'intéresse bien sûr au trajet des urtères, à la projection des reins. Les reins, ils sont là. Vous avez les urtères qui arrivent dans la vessie. Hein. Là, vous avez elle a mal à droite. Hein. Donc ça, c'est à gauche. Et là, on a un autre rein, probablement, avec les cavités excrétrices du rein. Donc, clairement, vous avez une image ici, que vous avez tous remarqué. Ça, c'est un calcul, mais il ne faut pas dire c'est un calcul. Il faut décrire ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une opacité. Une opacité, elle est où? Elle se projette, c'est un examen qui est fait en projection, c'est une radio. C'est une opacité qui se projette en regard du rein, mais vous pourriez dire du pied long, qui est là. Vous pourriez dire de l'urtère lombaire. On ne sait pas exactement où est le rein. Tout ce qu'on sait, c'est que cette opacité de tonalité calcique, hein, c'est très opaque, c'est probablement du calcium. Cette opacité se projette en regard de l'appareil urinaire droit, donc probablement du rein droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça conforte évidemment votre diagnostic de colique néphrétique, qui n'est qu'un symptôme, mais ça veut dire que cette colique néphrétique, vraisemblablement, elle est due à un calcul, elle est d'origine lithiasique. Donc, à chaque fois qu'on vous pose une question diagnostique, pensez au diagnostic positif, pensez au diagnostic étiologique. Là, en l'occurrence, une colique néphrétique chez une dame de 50 ans, ça peut être un cancer du col qui envahit les urtères. Hein, mais vous ferez la différence entre le cancer du col et le calcul, tout simplement avec le terrain, avec d'autres choses qu'uniquement les douleurs. Donc, colique néphrétique, c'est un symptôme. Il faut regarder tout le reste, le contexte, la radio. Et avec tous ces éléments, vous pouvez dire que l'étiologie, c'est la lithiase. Donc, c'est une colique néphrétique d'origine lithiasique. Diagnostic positif, diagnostic étiologique. Qu'est-ce qu'il faut toujours préciser d'autre dans un diagnostic? Il faut à chaque fois préciser la gravité. Votre rôle aux urgences, puisque le plus souvent, c'est des pathologies qu'on diagnostique aux urgences, et vous serez interne aux urgences à un moment ou à un autre, ce qu'on veut obtenir de vous, c'est un diagnostic pas seulement étiologique, parce qu'aux urgences, ce qu'on va traiter, c'est des complications. On traite rarement une étiologie aux urgences. Donc, vraiment, ce qu'on recherche et ce qui rapportera en général le plus de points, c'est l'évaluation de la gravité. Donc, diagnostic de gravité. Cette colique néphrétique, est-ce qu'elle est grave ou est-ce qu'elle n'est pas compliquée? Évidemment, c'est dans votre cours, mais vous pouvez le comprendre de manière logique. Lorsqu'on a un seul symptôme, la colique néphrétique, sans d'autres symptômes, sans fièvre, sans anurie, on peut dire que cette colique néphrétique est simple. Elle n'est pas compliquée. Donc, la réponse, c'était colique néphrétique, simple, droite, bien sûr, préciser la localisation, d'origine lithiasique sur un calcul rénal ou piélique droit. Alors ça, c'est une colique néphrétique simple. Alors, qu'est-ce qu'une colique néphrétique compliquée?
qu'est-ce qu'il faudrait avoir en plus dans ce tableau, en plus des douleurs, qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour avoir une colique néphrétique compliquée? Il y a deux raisons, deux causes, uniquement deux causes de colique néphrétique compliquée. La première, c'est l'infection. C'est l'infection de l'urine en amont de l'obstacle. L'urine infectée, elle est sous pression. C'est une complication gravissime. Ça s'appelle une colique néphrétique fébrile. Ça, c'est les symptômes. Deux symptômes, colique néphrétique, fièvre. Ce n'est pas un diagnostic, donc ne marquez pas ça sur une copie. Ça s'appelle une pyélonéphrite aiguë obstructive. Une pyélonéphrite aiguë, c'est pas grave, ça se traite en ambulatoire. Une pyélonéphrite obstructive, c'est gravissime. Le pronostic vital est engagé. Donc vous devez la reconnaître aux urgences. Cette patiente n'avait pas une pyélonéphrite aiguë obstructive. Elle avait une colique néphrétique sans fièvre. La deuxième complication, c'est l'anurie. Comment peut-on avoir une anurie dans un contexte de colique néphrétique unilatérale? Eh bien, tout simplement lorsqu'on a un rein unique fonctionnel. Sinon, il faudrait avoir une colique néphrétique bilatérale, un obstacle bilatéral sur les voies urinaires au-dessus de la vessie. L'anurie, c'est un symptôme, ce n'est pas un diagnostic. Donc, colique néphrétique anurique, deux symptômes au lieu d'un, un seul diagnostic possible, c'est une complication, c'est une insuffisance rénale aiguë obstructive, qui est d'origine sus-vésicale, mais qui est obstructive, due ici à un obstacle lithiasique. Ça aurait pu être n'importe quel autre type d'obstacle, hein. Là, en l'occurrence, c'est une lithiase. Cette patiente, ce n'est pas précisé si elle est anurique ou pas, mais a priori, elle a deux reins, elle n'a pas d'antécédent particulier, elle a une colique néphrétique unilatérale, a priori, elle n'est pas anurique, hein. Et en tout cas, on vous préciserait les éléments si on voulait vous faire évoquer ce diagnostic. Donc cette patiente n'a pas d'insuffisance rénale aiguë obstructive. Ça, c'est les deux complications, les seules complications de la colique néphrétique. Il y a une troisième cause, une troisième raison de traiter les patients en urgence, et dans vos bouquins, souvent, on considère que c'est une complication, c'est la colique néphrétique hyperalgique, ce qui ne veut absolument rien dire, puisque une colique néphrétique, par définition, est hyperalgique. Pourquoi on traite ces patients en urgence? Pas parce qu'ils vont mourir de leur douleur, mais parce qu'on n'est pas des salauds, et on traite les patients si le traitement symptomatique médical ne suffit pas. Donc, ce n'est pas une complication, c'est un traitement symptomatique inefficace qui pousse le médecin à faire un traitement chirurgical, à drainer les urines comme si c'était une complication. Mais ce n'est pas une complication. Quel est le traitement de la colique néphrétique simple? C'est une question très importante parce qu'il faut absolument comprendre qu'en urgence, et la colique néphrétique se traite en urgence puisque c'est une pathologie d'urgence, c'est une douleur brutale, intense, intolérable, on la traite toujours en urgence. Comment on traite une colique néphrétique? Eh bien, on la traite toujours, lorsqu'elle est simple, on la traite toujours de manière symptomatique et uniquement symptomatique, quelle que soit la cause. Si la cause est lithiasique, on ne s'occupe absolument pas du calcul. Si la cause est tumorale, par compression extrinsèque ou par envahissement, c'est certainement pas aux urgences qu'on va traiter ça. Et s'il y a d'autres causes, une fibrose rétropéritonéale post-radique, un cancer de la prostate qui infiltre le trigone, une pathologie de la grossesse, un utérus gravide qui comprime l'urtère droit, bien évidemment, on ne va pas traiter l'étiologie. C'est un traitement symptomatique. On traite un symptôme, on traite la douleur. Donc, qu'est-ce que ce traitement symptomatique? C'est un traitement antalgique, un traitement anti-inflammatoire, antispasmodique. Ce qui est très important et ce qu'il faut comprendre, c'est que on va éviter de trop l'hydrater, cette dame, parce que sinon elle va avoir encore plus mal, hein. La douleur est liée à une hypertension des voies excrétrices supérieures du rein droit. Donc si le rein sécrète plus, eh ben, elle va avoir plus mal, donc restriction hydrique. Et enfin, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une question de traitement, vous surveillez les patients. Tous les étudiants qui auront traité le calcul auront 0 à cette question. Il ne faut surtout pas traiter l'étiologie en urgence. Premièrement, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, on risque d'entraîner des complications du traitement. Ce n'est pas le but. Elle a mal, il faut calmer la douleur, on s'occupera de l'étiologie plus tard. Question suivante.
Grâce à votre traitement symptomatique, l'évolution est favorable, ce qui est le cas dans l'écrasante majorité des situations. La patiente donc sort des urgences, elle n'a plus mal, et elle rentre chez elle, et elle vous demande quelle est la suite de la prise en charge. On a traité le symptôme, il n'y a plus le symptôme, mais on n'a pas traité l'étiologie. Donc évidemment, la prise en charge, elle va être étiologique. Si cette patiente avait eu une complication, une colique néphrétique compliquée, une pyélonéphrite aiguë obstructive, on aurait traité la complication seule, et on aurait eu exactement la même question après. On traite l'étiologie à distance. Donc, la prise en charge d'un calcul, qu'est-ce que la prise en charge d'un calcul radio-opaque? Dans tous les cas, en première intention, dans tous les cas, en première intention, il n'y a qu'un traitement du calcul, c'est la lithotritie extracorporelle. C'est le traitement de première intention parce que c'est le traitement le moins agressif. C'est un traitement externe. On met la boule du lithotripteur contre la peau. On centre la machine grâce à un amplificateur de brillance, donc une radio standard. On centre la machine et on centre les ondes de choc sur le calcul. Et ça, c'est possible parce que le calcul est radio-opaque. Si le calcul était radio-transparent, on ne pourrait pas faire ce traitement. Et on fragmente le calcul par voie extracorporelle. Le calcul est fragmenté par les ondes de choc et puis il est évacué dans les urines. Ce traitement, c'est le traitement de première intention, dans tous les cas. Sauf dans un cas, c'est le gros calcul, le gros pavé dans le rein. Un calcul coralliforme, un calcul de plus de 25 mm dans le rein, bien évidemment, si vous vous amusez à le fragmenter, il y aura toujours des gros calculs, mais il n'y en aura pas qu'un, il y en aura 10. Donc ce n'est pas un traitement adapté. Mais dans tous les autres cas, c'est le traitement de première intention, sauf pour les calculs de plus de 25 mm. Pourquoi? Les calculs de plus de 25 mm, donc les calculs coralliformes, les gros calculs, si vous vous amusez à les fragmenter par voie extracorporelle, le résultat, ce sera plus un calcul, ça sera 10 calculs, qui seront peut-être un peu moins gros, mais qui seront quand même de taille significative, et vous serez encore moins bien qu'avant. Donc, la lithotritie extracorporelle, c'est le traitement de première intention des calculs de moins de 25 mm. Évidemment, il y a des contre-indications à la lithotritie extracorporelle, bien que ce soit le traitement de première intention. Les contre-indications, c'est évidemment les patients qui ont une mauvaise hémostase, donc les patients hémophiles, les patients qui ont des troubles de l'hémostase, les patients sous anticoagulants, antiagrégants. Évidemment, il faut arrêter ces médicaments avant. Ça, c'est des pièges que vous devez rechercher dans l'énoncé. La femme enceinte, vous n'allez pas faire une lithotritie extracorporelle à une femme enceinte, mais ça, c'est des exceptions. Donc, vous devez quand même vérifier ça. Mais sinon, c'est le traitement de première intention du calcul radio-opaque. Donc, vous lui expliquez tout ça, vous lui expliquez la lithotritie extracorporelle, comment se passe le traitement, pourquoi c'est possible, elle a un calcul radio-opaque, et elle vous dit que sa sœur, elle a eu exactement la même chose qu'elle, colique néphrétique, des douleurs intenses, bon, sauf que sa radio était normale. Donc, ça, c'est ce qui la distingue de sa sœur. La radio de sa sœur était normale. Et sa sœur, son médecin, il lui a pas du tout dit ce que vous lui dites, il lui dit d'alcaliniser ses urines. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je vous ai dit, moi, juste avant, que le traitement de première intention, c'était la lithotritie extracorporelle. Donc, forcément, sa sœur, elle n'avait pas la même chose, elle n'avait pas le même problème. Et en l'occurrence, sa sœur, si sa radio était normale et qu'elle vous dit qu'elle avait le même problème, a priori, c'était un calcul radio transparent. D'autant plus qu'on lui a recommandé d'alcaliniser ses urines. Le traitement des calculs radio-opaques, c'est la lithotritie extracorporelle en première intention. Le traitement des calculs radio transparents, il n'y en a qu'un, c'est l'alcalinisation des urines. Donc c'est exactement ce que vous répondez à votre patiente. Sa sœur avait un calcul radio-transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un calcul d'acide urique. Les calculs d'acide urique sont transparents. Sur une radiographie standard, ne pas confondre radiographie standard avec scanner. Un calcul d'acide urique sera visible au scanner.
Un scanner sans injection verra tous les calculs. Hein, on voit absolument tout sur un scanner. On voit l'eau, on voit la graisse, donc on voit aussi les calculs d'acide urique. La différence, c'est que leur densité au scanner sera inférieure à 500 unités Hounsfield. Elle sera en tout cas inférieure aux calculs calciques. Et c'est comme ça qu'on les reconnaîtra au scanner. Mais sur une radio standard, on ne les verra pas. D'accord? Donc, ces calculs sont radiotransparents. On les traite en alcalinisant les urines, ce qui permet de les dissoudre. Elle a un calcul radio-opaque qui est d'origine calcique. Le traitement de première intention, c'est la lithotritie extracorporelle. L'alcalinisation est inefficace. Donc, finalement, elle accepte votre traitement. Vous la traitez avec succès, puisque la radiographie de contrôle est normale. Quand vous avez un calcul sur une radio, et qu'ensuite, quelques questions après, la radio est normale, ça veut simplement dire soit que votre traitement est efficace, vous avez fragmenté le calcul, il s'est évacué, soit votre traitement n'a peut-être servi à rien, le calcul a migré tout seul et s'est évacué. N'empêche qu'elle est guérie, elle n'a plus de calcul. La radio est normale. Elle vous demande s'il y a d'autres choses à faire. Donc ça, c'est la prise en charge d'une patiente qui a des calculs. Dans l'écrasante majorité des cas, les gens qui ont des calculs, ça leur arrive une fois, 2 fois dans leur vie. C'est dû à une déshydratation chronique, c'est dû au fait de ne pas boire assez, ça arrive souvent l'été, chez les patients sportifs qui ne boivent pas assez, on fait des calculs. Donc quelles sont les principales règles hygiéno-diététiques que vous devez donner à cette patiente? Évidemment, il y a des règles hygiéno-diététiques, il faut répondre à la question, première chose, donc oui. Il faut boire régulièrement et de manière abondante, et il faut éviter, évidemment, d'avaler trop de calcium parce qu'on a un calcul calcique. Donc c'est de la logique. Même si vous ne connaissez pas bien votre cours par cœur, vous pouvez vous en sortir. Hein. Alors finalement, elle vous dit que son médecin lui a prescrit un bilan de cette maladie lithiasique, et d'ailleurs c'est indiqué de réaliser un bilan en première intention, un bilan biologique standard, donc un bilan phosphocalcique qui comprend la calcémie, la calciurie, l'uricémie, la phosphatémie. Qu'est-ce qu'on recherche avec ce bilan? On recherche des causes évidentes, et en tout cas des causes à côté desquelles il ne faut, qu'il ne faut absolument pas oublier, les causes d'hypercalcémie. Les causes d'hypercalcémie, il y a des pathologies graves et il y a des pathologies bénignes. L'hypercalcémie, ça entraîne une hypercalciurie, ça entraîne des calculs. Donc, cette dame, elle a une hypercalcémie. À chaque fois que vous avez un dossier avec une hypercalcémie, vous devez penser à un cancer, à des métastases. Vous devez penser à un myélome. Mais là, cette patiente, elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle est en bon état général, et surtout, elle a une hypercalcémie avec hypercalciurie, hypophosphatémie, et ça, il n'y a qu'une seule chose qui entraîne ce genre de bilan biologique, c'est l'hyperparathyroïdie primitive. Donc pensez-y, c'est dans vos questions d'endocrinologie, donc vous devez connaître, c'est la petite question de la fin où il faut avoir un petit peu de culture médicale, il faut bien connaître son cours, mais normalement, vous devez déjà logiquement éliminer les causes tumorales et vous devez reconnaître, avec ces signes biologiques, reconnaître l'hyperparathyroïdie primitive. Qu'est-ce qu'on fait pour prouver, pour confirmer le diagnostic d'hyperparathyroïdie primitive? On dose la PTH, et en particulier le fragment PTH 1,84. En conclusion, ce qu'il faut retenir dans ce dossier, déjà, c'est la prise en charge d'une infection urinaire chez la femme, la cystite, ça aurait pu être une pyélonéphrite aiguë, il faut savoir traiter une infection urinaire. Et enfin, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans ce dossier, c'est distinguer une colique néphrétique grave d'une colique néphrétique simple. Et traiter de manière adaptée une colique néphrétique sans traiter la cause, sans traiter l'étiologie, et si elle est compliquée, évidemment, traiter la complication. En termes de méthodologie, évidemment, ça s'applique pour ce cas clinique, ça s'applique pour les autres.
structurez vos réponses pour ne rien oublier. N'oubliez pas la surveillance en cas de traitement. N'en marquez pas trop non plus. Hein. N'oubliez pas qu'une complication, on traite la complication, on ne traite pas l'étiologie. Si c'est un problème chronique, là on traite l'étiologie hein, et on structure les réponses. Les items abordés dans ce cas clinique étaient bien évidemment les troubles de la miction. Hein. La cystite aiguë entraîne des troubles de la miction. Pollacurie, brûlure mictionnelle chez cette dame. La lithiase urinaire. Hein. Vous devez connaître la prise en charge de la lithiase urinaire, qui, dans ce cas clinique, s'est caractérisée de manière aiguë par une colique néphrétique. Mais on peut aussi diagnostiquer une lithiase urinaire dans un autre contexte que la colique néphrétique. C'est un dossier assez transversal, puisqu'il y a une question d'hypercalcémie, donc l'hyperparathyroïdie primitive, mais aussi la conduite à tenir devant une hypercalcémie, penser aux pathologies tumorales. Et enfin, les infections urinaires. Ça, c'était le dossier, le fond du dossier urologique avec la cystite aiguë que vous devez connaître par cœur.